Donc, en 3 temps, qu'est-ce qu'est l'Institut des maladies génétiques et d'où sort-il? Pour vous dire en 2 mots qu'il est à la fois très jeune et très ancien, et je pense que c'est assez exemplaire de beaucoup de ce qui a été dit. L'innovation, c'est très jeune, mais le terreau hospitalo-universitaire français est ancien. Ça veut dire qu'il est solide, ça ne veut pas dire qu'il est vieux. Il est au contraire prêt à émerger dans l'innovation. Ça a été très bien dit, mieux que je ne le dis maintenant. Deuxièmement, vous donner quelques vignettes de ce que cet degré de liberté d'un IHU porté par une fondation de coopération scientifique a pu faire en quelques temps. Et troisièmement, conclure sur l'avenir de cette expérience, si on peut la placer comme telle. Tout d'abord, la raison d'être de l'Institut, les maladies génétiques, plus de 8000 syndromes, maladies, anomalies, donc une espèce de grande hétérogénéité d'un côté, et puis de l'autre côté, un parcours de vie, un parcours patient qui a des partages forts, très difficiles, très sévères, le plus souvent pas de traitement, le plus souvent 2 tiers d'entre eux, pas de diagnostic, pas même d'étiquette sur le dossier du patient, et donc c'est 3% de la population en santé publique. Donc un peu comme notre génome, très très semblable dans le parcours de vie et parcours malade, ces enfants et leurs familles, ultra différents dans leur fondement génétique et leur modèle. C'est notre sujet. La deuxième raison d'être qui est collée à cette idée, c'est que ces enfants, ces familles sont au fond parfois des pistes, des modèles, des suggestions pour comprendre la biologie qui est derrière et qui ne marche pas, et donc il y a une intention scientifique réelle dans la boucle prétendument vertueuse, c'est un petit peu arrogant, pardon, que je vous montre ici, et aussi une intention de pouvoir, à partir de phénotypes rares, d'aller vers des maladies plus communes. Comment une maladie rare de l'os en apprend sur l'ostéoporose? Comment un déficit immunitaire exceptionnel peut en apprendre sur la tolérance de greffe? Voilà les prémices de l'Institut. Un point important, c'est dans le théâtre classique, c'est l'unité de lieu. Et l'unité de lieu ne veut pas dire forcément du béton, mais veut dire que naître sur un campus hospitalo-universitaire peut parfois donner cette idée qu'il y a un alignement entre les soins, la recherche, l'enseignement. Nous avons eu la chance de pouvoir le concrétiser en immeuble, en béton, en immobilier, mais au fond, nous sommes très anciens. C'est 2 siècles de pédiatrie de Necker enfants malades, et ce n'est pas tout à fait un hasard si l'Institut des maladies génétiques est né là. Ça veut dire 39 centres de référence maladies rares, 2 siècles de pédiatrie, une expertise et quelque chose de très original à notre campus. C'est la possibilité de l'histoire naturelle de l'enfant à l'adulte, au moins sur certains thèmes. Je pense à la néphrologie, je pense à l'immunologie, je pense à l'hématologie. Cette idée d'un campus à PHP ancien et plein d'énergie, fécondé de longue date par l'université, irrigué par l'INSERM, est l'idée qui a permis la naissance de l'IHU Imagine. Je veux rendre hommage ici à ces fondateurs, au fond, qui sont lointains dans l'histoire, ultra présents dans notre gouvernance, dans notre guidance. L'énergie, je passe pour vous dire quelques-unes de ces vignettes. Qu'est-ce que nous avons pu faire avec ce souffle? Vous savez, c'est ce petit brin d'oxygène qui peut faire relancer un feu bénéfique ici. Par exemple, j'entendais tout à l'heure Anita Burguin parler d'entrepôt de données, avec l'un de ses élèves, Nicolas Garcelon, de pouvoir aujourd'hui collectionner plus de 3 millions de données sur plus de 300 000 enfants suivis à Necker enfants malades, 7 ou 8 ans de recul, dans un entrepôt de données qui permet d'interroger de manière non structurée pour se poser des questions que nous n'avions même pas. Deuxièmement, en corrélation avec ça, un de nos objectifs actuels est d'essayer d'agréger ces données, d'avoir des données de génomique sur ces patients, des données de génétique, de génomique, plus près de 9000 exomes réalisés sur ces patients. Il est évident que l'assortiment de ces données génétiques avec l'histoire naturelle de ces phénotypes est une ambition très importante de l'Institut. Deuxième vignette, les partenariats industriels. Comment faire du lien entre 8 centres de référence maladies rares, tous labellisés au niveau national, 8 plateformes scientifiques d'Imagine, 8 laboratoires de recherche, on ne l'avait pas pensé comme ça, mais c'est les 3-8, avec MSD Avenir qui va financer un projet pour aller au-delà de l'exome, la partie codante, vous le savez, de notre génome, 1,8% seulement, exome positif dans 20-30% de syndromes malformatifs, d'anomalies du développement, de déficiences intellectuelles. Comment aller au-delà vers le génome? Et comment ce projet qui va essayer de mener 250 trios, 2 par an, un enfant atteint, vers leur génome, est en alignement, à mon avis,
non pas précurseur, mais de contributeur au projet France Médecine Génomique 2025, en étant, nous l'espérons, non pas un modèle, mais un des outils de ce projet pour le porter vers la génomique des soins à l'échelon des centres hospitaliers universitaires. Troisième vignette, le diagnostic. L'exome, le génome, c'est magnifique, mais comment faire pour revenir à la question que 2/3 de nos enfants n'ont même pas de diagnostic? Construction, en coopération avec le laboratoire hospitalier et le service de génétique de Necker Enfants Malades, de panels diagnostiques. Le panel, c'est d'essayer de réduire nos ambitions de génétique aux bons patients, inclusion clinico-biologique, aux bons gènes, ceux qui sont validés, ceux sur lesquels on peut dire quelque chose aux familles, ne pas s'aventurer à un génome dans lequel on va trouver parfois ce que l'on ne sollicite pas. Mutation du cancer du sein chez un enfant qui a une épilepsie, qu'est-ce qu'on dit à sa mère? Et puis le bon rendu des résultats avec ces réunions de concertation pluridisciplinaire où on a appris en marchant qu'on ne peut interpréter des données de génétique qu'avec la clinique. Ça fait longtemps que c'est écrit dans nos manuels, mais on l'a revu, cela. Et on en est encore plus persuadé aujourd'hui. Donc des panels diagnostiques qui peuvent, nous l'espérons, être transférés dans le contexte d'autres groupes hospitaliers de l'AP-HP et bien sûr du territoire national. Une autre vignette, pouvoir attirer des industriels. On a eu la chance, il y a des opportunités, mais il faut y être un petit peu préparé. Ce n'est pas nos esprits qui y étaient préparés, c'est notre système qui y était préparé de dire on avait un peu de place pour attirer des équipes internationales dans l'IHU Imagine, dans un de ses étages, 250 mètres carrés. Alexion a tout de suite compris que c'était là qu'il fallait qu'il s'implante en région Île-de-France et pas forcément dans un campus bien plus prestigieux, Pasteur, Saclay, Orsay, parce que là, ils allaient trouver la richesse de ce système hospitalier universitaire, c'est-à-dire des cohortes de patients parfaitement annotés. Quand je dis annotés, on connaît leur phénotype, on connaît leur génotype, ils sont prêts aux essais cliniques. Alexion arrive. À peine un an plus tard, 3 projets de recherche auxquels nous n'aurions jamais pensé sont nés grâce à leur présence. Unité de lieu encore avec le partenariat industriel. On ne peut pas reproduire cette expérience 10 fois parce qu'on ne va plus faire notre propre recherche et on va devoir traiter les enfants de Necker Enfants Malades ailleurs qu'aux enfants malades. Il y a une question de place. Mais le principe est là, c'est une, pardonnez-moi l'anglais, une success story de pouvoir très rapidement, avec beaucoup de flexibilité, attirer une entreprise dans sa filière française, Alexion R&D France, vers l'Institut Imagine et par conséquent vers un champ de CHU. Dernière vignette, on parlait d'enseignement, monsieur le doyen tout à l'heure, le master bioentrepreneur, qui est une idée aussi d'alliage, de pluridisciplinarité, vous en parliez très bien, entre 3 grandes universités au fond, Paris-Descartes pour ses médecins, ses pharmaciens, ses scientifiques, HEC pour ses économistes et l'IX pour ses ingénieurs. Ce n'est pas des masters les uns après les autres, c'est un trio, un X, un HEC, un médecin ou scientifique qui s'empare des projets de l'Institut Imagine pour essayer de les porter de la découverte vers une phase de valorisation de business plan. Voilà ces vignettes, j'en ai terminé avec les vignettes. Nous nous considérons, pour conclure, comme une expérience. Nous nous considérons nous-mêmes comme un tube à essai. Expérience clinique. Est-ce que un institut thématisé au sein d'un groupe hospitalier de la PHP a une survie propre, une expérience en quelque sorte écologique? Pourrons-nous bâtir l'écosystème qui va permettre à l'innovation qui est portée par tous nos chercheurs, nos médecins, et même, j'ajouterai, les associations de patients, qui sont des moteurs dans notre système, vers le soin, vers le traitement? Et puis une innovation un petit peu conceptuelle dans un système qui a la légèreté d'une fondation de coopération scientifique, au conseil d'administration duquel siègent toutes nos tutelles, l'Assistance publique hôpitaux de Paris, l'INSERM, l'Université Paris-Descartes, mais aussi la mairie de Paris, la ville de Paris, mais aussi des partenaires dits privés, la FM Téléthon, la Fondation Hôpitaux de Paris, et peut-être un jour d'autres. Comment ce système peut avoir la réactivité qui permet d'être dans l'équilibre subtil entre la loyauté parfaite, le respect et la dynamique de nos fondateurs, et la légèreté, la flexibilité qui peut faire que l'on fait un petit peu plus vite, non pas qu'eux, mais avec eux. J'en ai terminé, je vous remercie.